Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au cours des années, on se rend compte que Fanny a vraiment renouvelé les bourrines, était devenue une véritable, non seulement une femme d'affaires avisée, mais une agricultrice avisée. C'est-à-dire qu'elle s'est penchée sur les conditions d'exploitation, sur les améliorations apportées à la propriété. Et les bourrines sont devenues vraiment de sa raison de vivre. Et je crois que c'est elle, plus encore que Thérèse, qui a fait des bourrines ce qu'il est devenu. Voilà. Alors elle est morte le 4 novembre 1912 aux Bourrines, et elle fut inhumée à Poitiers. Et le récit de ses obsèques occupe 6 pages dans les récits de Thérèse, parce que ça a été quelque chose d'assez étonnant et assez extraordinaire. Et elle est enterrée à Poitiers, parce que sa fille Thérèse habitait alors Poitiers. Alors le 15 août 1913, fut érigée une croix de pierre à l'extrémité des Bourrines, du côté d'Anglars, au bout du chemin nommé Malaterre. Et la croix qui est ornée à chaque extrémité de la croix de Malte porte l'inscription suivante: à la mémoire de Madame Cranier, Fanny Justine Marie Durand, née à Perpignan le 11 août 1815, décédée dans son château des Bourrines le 4 novembre 1912. Vous qui passez, priez pour elle. Et à ma connaissance, cette croix est toujours dressée parce que nous l'avons retrouvée avec mon mari, cherchant un peu dans les buissons. Je passe le micro à ma sœur Cécile qui vous parlera de Thérèse. Et donc la troisième fille de Fanny. Il y avait une première fille, Cécile, qui est devenue un prénom qui suit dans la famille, la preuve en est. Puis il y avait la deuxième, Lucie, qui est morte jeune. L'aînée de Cécile n'a pas eu d'enfant, elle était un peu neurasthénique, elle était considérée comme un petit peu folle dans sa famille, elle était mariée, mais enfin elle n'a pas eu de descendance. Il y avait la seconde, Lucie, s'était mariée, mais elle a eu d'assez nombreux enfants, mais elle est morte très jeune. Et finalement, il restait donc en vie que Thérèse, qui s'est attachée aux Bourrines et qui en a hérité. Alors, la vie de Thérèse est totalement différente de celle de sa mère. Au départ, c'est une vie un peu austère à Montpellier, où elle est, parce que la mère n'a pas d'argent, et elle est prise en charge. Elles sont d'ailleurs toutes les deux prises en charge par la famille Sabatier, c'est-à-dire par la sœur d'Henri Granier. Henri Granier, donc le mari qui avait pris la fuite, avait une sœur sans enfant qui s'appelait Madame Sabatier, qui a pris en charge sa belle-sœur et les 3 filles, et donc nommément Thérèse. Et Thérèse a suivi quelques cours, elle allait l'hiver à Paris quand elle a eu à peu près 12-13 ans pour suivre un enseignement au couvent du Sacré-Cœur à Paris, mais elle revenait très vite à Montpellier et ensuite passer des vacances au Bourget. Et elle suivait l'été, quand elle était à Montpellier, elle participait aux réceptions de sa tante Sabatier, qui était assez mondaine et qui tenait un salon dans un salon assez connu. Et là, un jour, une après-midi d'été, il y avait un visiteur particulièrement intéressant dans le salon Sabatier. C'était un officier de marine d'une trentaine d'années qui revenait d'Indochine, qui avait plein d'histoires extraordinaires à raconter. Et il était bel homme, il avait un peu plus de la trentaine, il était célibataire et il intéressait un peu toute la ville. Et Thérèse servait le thé, et elle va offrir une tasse de thé à ce bel homme, et elle fut foudroyée d'amour par le regard qu'ils échangent. Et très troublée, elle lui demande est-ce qu'il veut du sucre ou pas dans son thé. C'est la seule parole qu'ils échangent, mais ensuite, à chaque fois qu'ils venaient dans le salon de la tante Sabatier, les regards s'échangeaient, brûlants, témoignant d'un grand intérêt mutuel. Mais c'est ce qu'on aurait pu penser pouvoir devenir une idylle assez rapide à une conclusion heureuse. La mère de Thérèse, Fanny, dont on peut se demander si elle n'était pas légèrement jalouse de sa fille et des attentions que lui procurait cet officier de marine fringant,
s'est opposé au mariage de Thérèse et de son officier de marine parce qu'ils avaient 19 ans d'écart et qu'elle trouvait que c'était en plus très, très prématuré puisqu'elle n'était pas encore majeure, qu'elle était très jeune. Donc elle a exigé qu'ils se séparent pendant 2 ans puisque lui n'avait de toute façon de permission que tous les 2 ans et que pendant ces 2 années, il n'y ait aucune communication entre eux et que si au bout des 2 ans leurs sentiments étaient les mêmes, elle consentirait au mariage. Bon, il s'est bien sûr produit ce qu'on devine, ils sont redevenus très amoureux au bout de 2 ans et il y a eu un mariage et Thérèse a eu une vie maritale, je crois, très épanouie et heureuse jusqu'à la mort de son mari. Donc Thérèse donc, a eu voilà, sa jeunesse. Ensuite, elle suit son mari qui, à la suite d'une maladie des yeux, ne peut plus continuer à être marin, mais qui devient diplomate et qui a une vie très brillante de diplomate, à la fois dans les pays de l'Est, dans les Balkans, et en Albanie, en Turquie. Elle le suit partout et ce qui est assez notable dans ses souvenirs, c'est l'intérêt qu'elle manifeste et l'ouverture d'esprit envers les civilisations qu'elle rencontre, extrêmement différentes. On la sent évidemment très attachée à ce que sont ces civilisations, à apprendre même un peu la langue, que son mari connaissait parfaitement. Son mari connaissait, lui était polyglotte, il connaissait plus de 20 langues, il s'adaptait extrêmement facilement au pays. Mais elle-même adorait voir des coutumes différentes de celles de la France. Et elle, au contraire, elle était très marie de voir la modernisation progressive de ces pays. Elle les aimait restant telles qu'elle les a connus. Bon, elle a eu 6 enfants, 4 filles et 2 garçons, dont le dernier garçon ici a laissé, je crois, était assez connu. Il s'appelait Miliche. En fait, c'était un nom, je crois que c'est un nom, non, je crois pas que ce soit turc, c'est un bulgare, c'est ça. C'est un nom bulgare qui veut dire chéri. En fait, c'était le petit garçon chéri, et en plus, elle lui avait donné le prénom de son père, Henri. Et sa mère ne supportait pas qu'il s'appelle comme ce mari qu'il avait fui. Donc il a gardé ce surnom de Miliche et il est resté Miliche jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est un enfant qui a été malade vers l'âge de 9 ou 10 ans. Il souffrait d'une maladie d'eau. Je ne sais pas si c'est une sorte de maladie de Pote, je ne sais pas quel nom on a pu lui donner à l'époque. On n'a pas en tout cas trouvé dans les mémoires un nom précis. Il a été très longtemps soigné. Il a vécu plus d'1 an couché avec des poids sur les jambes pour lui tirer, pour essayer de redresser sa colonne vertébrale. En fait, il était extrêmement bossu. On l'appelait ici le bossu, d'ailleurs. Et nous, ma sœur et moi, nous l'avons connu parce qu'il est venu rendre visite à sa sœur Cécile, qui était notre grand-mère, pendant la guerre. Nous résidions à l'époque dans le château de notre grand-mère. Et c'était vraiment un homme qui nous a beaucoup marqué parce que c'était très impressionnant de voir cette énorme bosse sur un homme qui avait la taille du petit Alexandre, qui se promène là. Et il était toujours très très bien tenu. Il était pour nous un oncle gentil parce qu'il avait un très gentil sourire. Il avait de très beaux yeux et il s'aspergeait d'un parfum oriental très fort. Ce nom, nous nous souvenons encore. Alors, cette Thérèse, elle, et ses prises de passion tout de suite pour les bourrines, vous le verrez dans les textes que vont lire ces jeunes filles. Et enfant et adolescente, elle y a beaucoup vécu. À la suite de son mariage, évidemment, elle y est revenue beaucoup moins souvent. Et elle y est retournée de façon continue, une fois veuve, et beaucoup avec son fils Miliche, avec qui avait pris possession d'une automobile et avec qui elle a commencé à parcourir le pays et à mener une vie, je dirais, à la fois pieuse, c'est-à-dire qu'elle nous raconte dans ses mémoires toutes les processions à laquelle elle participe, tous
toutes les visites dans les églises, toutes ces relations avec les curés, et d'autre part avec la bourgeoisie environnante, alors que Fanny vivait beaucoup plus retirée. En revanche, Thérèse ne s'est que fort peu intéressée, on pourrait dire, du côté agricole, du côté des terres. Il y avait des régisseurs et je crois qu'elle suivait leur désir et elle-même ne s'occupait pas beaucoup de cette mise en valeur. Ah oui, alors je voulais aussi juste vous préciser la façon dont nous avons découvert et pourquoi nous avons édité ces mémoires. En fait, nous parlions beaucoup de la famille, du côté maternel, avec deux de mes cousines qui étaient psychologues et puis moi qui suis psychanalyste. Donc le côté historique de la famille, des histoires familiales nous passionnait. Et une de mes cousines me dit qu'elle avait retrouvé dans le grenier de la maison de sa mère des pages manuscrites, enfin des photocopies en tout cas, c'était des photocopies manuscrites de mémoires de Thérèse. Elle était tout à fait passionnée. Je lui ai dit, est-ce que tu peux rapporter tout ça à Paris, que nous en ayons connaissance à plusieurs. Donc on est arrivé à reconstituer 39 cahiers différents, à les paginer, enfin ça a été un travail assez compliqué. Et à ce moment-là, devant le trésor que ça représentait à nos yeux, nous nous sommes dit, peut-être serait-il intéressant d'en faire la publication familiale. À ce moment-là, nous avons donc pris à la fois langue avec un éditeur qui est chargé de ce genre de projet, et d'autre part, nous avons retrouvé tous les descendants de Thérèse, dont certains avec lesquels nous avions tout à fait perdu tout lien. Et en leur demandant s'ils étaient prêts à participer à un minimum, je ne me souviens plus, c'était pas 100 euros. Le minimum était 100 euros, mais le maximum, on leur demandait pas de limite, s'ils pouvaient aider. Donc nous sommes arrivés à avoir suffisamment d'argent pour pouvoir envisager cette publication. Et nous avons travaillé, ma sœur Mijo, deux petites nièces par alliance, une qui s'est occupée de toute la partie généalogique et l'autre qui s'est occupée de tous les travail de mise en forme, de travail technique et de relation avec l'éditeur. Voilà. Et ce que je pourrais dire pour la petite histoire, c'est qu'ayant repris contact avec un cousin germain de ma mère, mais assez éloigné, qui s'était éloigné de la famille pour des raisons qui en existent dans toutes les familles, de brouille, je finis par l'avoir un soir au téléphone et à lui faire part de notre projet. Il s'était montré assez réservé au départ en me faisant part des histoires familiales qu'il avait isolées du reste de la famille. Et puis finalement, de fil en aiguille, nous sommes restés environ 1h30 au téléphone l'un et l'autre. Il m'a dit qu'il envoyait sa cotisation, qu'en fait le projet m'intéressait. Et il est mort. Il est mort 2 jours après, brutalement. Donc on a repris contact avec cette partie de la famille de cette façon un peu triste, mais en même temps assez consolante aussi, puisque nous avions eu cette longue conversation, et que sa fille, une de ses filles, qui s'appelle Cécile, est devenue, on pourrait dire, une amie, en dehors du fait qu'elle fasse partie de la famille. Oui. Donc voilà, donc notre travail, c'est ces 4 ouvrages. C'est assez considérable, mais qui, quand on aime la lecture, n'est pas forcément ennuyeux. Bon. Et dedans, nous avons vu tous les passages qui intéressaient les bourrés.